Bonjour à tous. Bon, je crois qu'ici, tout le monde connaît Ambroise Croizat et connaît l'héritage qu'il nous a laissé, lui et ses camarades, puisque Ambroise Croizat tout seul, il n'aurait rien pu faire. Ce qui a été important dans la réalisation de ce qu'il a fait, c'était certainement d'avoir autour de lui un appui populaire et particulièrement l'appui des militants auxquels il pouvait s'adresser à travers toutes les unions départementales qui ensuite déclinaient sur les unions locales et qui a permis d'avoir un engouement populaire pour la réalisation particulièrement de la sécurité sociale. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de revenir sur cette construction. En tout cas, dans les 18 mois qu'il aura passé au ministère du Travail, il va se passer plus de choses qu'en un siècle de fonctionnement. Il y en a qui ont utilisé le terme de révolution copernicienne. Après, on peut s'étonner aussi de la manière dont il est arrivé à ce poste. Alors, si on reprend un petit peu l'histoire d'Ambroise Croizat, il est né en 1901 dans un petit village de Savoie dans lequel il y a une usine de la métallurgie, dans laquelle son père travaille. Son père est ferblantier. C'est un militant socialiste et lui aussi est impliqué syndicalement. Donc, Croizat, c'est un des rares hommes politiques qui aura des grosses responsabilités, qui a connu la misère ouvrière, parce qu'au début du XXe siècle, à Notre-Dame de Briançon, où il est né, l'ambiance, c'est ce qu'on retrouve dans les descriptions des romans d'Émile Zola. C'est vraiment la misère, c'est le salaire du père de famille qui arrive à peine à subvenir au toit et au pain. Et donc, le père, lui, est déjà très engagé. En 1906, il va déclencher une grève en Savoie, et puis la délégation va rencontrer le patron des usines des carbures métalliques, et le patron va céder sur toutes les revendications, mais il va poser une condition. Il dit, la seule chose, c'est que je ne reprends pas Croizat, Antoine Croizat, le père. Alors le comité de grève se réunit et puis dit c'est pas possible, alors ils vont trouver un compromis. Donc le patron va prendre Croizat et le mettre dans une autre usine à Uchine. Et donc au bout de quelques mois, il va se passer la même chose, il va redéclencher une grève, et puis il va être redéplacé, et puis ensuite, au bout de la troisième fois, il finira par être licencié. Ensuite va arriver la guerre de 14 et le père va être mobilisé sur le front. Donc Ambroise, lui, n'aura pas le temps de passer son certificat d'études. Ça c'est quand même un élément assez important parce que c'est pas du tout le profil qu'on retrouve après chez le standard de l'homme politique. Et donc il va commencer à travailler comme manœuvre à l'usine et ensuite, après son travail, il va suivre des cours du soir pour devenir ajusteur-outilleur. C'est la seule qualification qu'il aura dans sa vie. Il en est très fier parce que ajusteur-outilleur dans le métier de la métallurgie, c'est vraiment le haut du panier. Et puis donc très rapidement, il va se syndiquer et puis va avoir des responsabilités syndicales, parallèlement il y a aussi des activités politiques, et très rapidement il ne trouvera plus à se faire embaucher parce qu'il est marqué sur une liste noire du patronat de la métallurgie de sa région, et il va devenir donc permanent pour le syndicat CGT. Et puis sur cette vie permanente, il y a quand même des choses qu'il faut regarder. On n'a plus à l'usine, mais c'est une vie très très difficile. Pour la rémunération, donc il doit tous les mois s'adresser à un trésorier central qui lui-même est alimenté
alimenté par des trésoriers de quartier, et le salaire va dépendre des adhésions, des cotisations, des ventes de revues syndicales, et très très rarement il y a un salaire complet à la fin du mois. Et à l'époque, on demande aux dirigeants politiques du Parti communiste, alors c'est très intrusif, mais on leur demande de rédiger des biographies. Alors sur une de ces biographies, donc on lui demande le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et sa fonction. Alors, fonction, il devrait mettre permanent, mais au lieu de mettre permanent, il met fauché en permanence. Hein, voilà. Et bon, l'avis de permanence, c'est aussi, il est envoyé dès qu'il y a un conflit. Alors il peut être envoyé à Brest, à Marseille, tous les coins de la France. Et puis quand on lui dit d'aller soutenir le mouvement de grève, on lui dit bon, ben, voilà ton billet de train, allez, les revues du syndicat. Et quand tu auras vendu les revues, bah, tu auras ton billet de retour. Et bon, quand il va sur place pour accompagner une grève, donc il est pris en charge par la solidarité de ses camarades. Hein, mais déjà, la vie en temps normal, elle est compliquée pour ces personnes-là. Un couvert en plus, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Mais quand il arrive et que les gens sont en grève, ils sont dans des situations économiques encore plus contraintes. Hein, et donc, ce qui fait que, à chaque fois, c'est des complications à la fois pour se loger, pour se nourrir. Voilà. Ça, c'est un petit peu le résumé de sa vie de permanent. En 1936, donc, il va être présenté par le Parti communiste et donc il va être élu dans le 14e arrondissement de Paris. Là, sa vie va un petit peu se stabiliser parce qu'au moins il aura un salaire à la fin du mois. Alors un salaire parce qu'il y a un contrat entre les communistes et leur parti, hein, c'est-à-dire qu'ils reversent toutes leurs indemnités au parti et ensuite le parti leur verse un salaire équivalent à celui d'un ouvrier qualifié. Bon, mais au moins, il y a un salaire qui tombe tous les mois. Il participe donc au grand mouvement social de 1936, le Front populaire. Et dans la délégation de la CGT qu'il représente, il est rapporteur sur les conventions collectives. Bon, mais cette situation, elle ne va pas durer très longtemps, elle va s'assombrir très vite. Et donc, la guerre se profile et en octobre 1939, les députés communistes vont être arrêtés et mis en prison. Alors, il va y avoir un déplacement dans diverses prisons métropolitaines. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, à un moment donné, tous ces députés, ils sont 27 en tout, ils vont être internés dans le bagne de Maison Carrée en Algérie, dans lequel ils vont passer 2 ans et demi. C'est dans les courriers des archives familiales, bon, il écrit régulièrement à la grand-mère qui a gardé précieusement les courriers. Donc, ce qui ressort, c'est qu'ils ont faim. On les tue à petit feu. Ils ont faim, donc déjà ils sont affaiblis. Et puis, alors, ils sont attaqués par les vermines. Et donc, il y en a qui sont atteints de la dysenterie, il y en a d'autres qui sont atteints du typhus. Donc, physiquement, ils vont se retrouver affaiblis, mais à la fois, ils vont garder un moral d'acier. Hein, et quand la situation va évoluer plus favorablement pour eux, quand il va y avoir le débarquement des Alliés en Algérie, il y a un émissaire du gouverneur d'Algérie qui va venir les voir et qui va leur proposer de les faire sortir, mais à condition qu'ils signent un papier comme quoi ils n'auront plus d'activité politique. Et François Pillou, bon, excusez-moi, la trivialité de l'expression, va lui dire « merde ». Et donc, il repartira. Quelques temps après, on les fera 3 mois après le débarquement, ils finiront par sortir, et donc ils reprendront leurs activités politiques et syndicales. Alors,
ils vont intégrer l'Assemblée consultative d'Alger, et dans cette Assemblée consultative, qui sert un petit peu de parlement, hein, Croizat, lui, il va donc occuper le poste de président de la Commission du Travail et des Affaires sociales pendant toute cette période, et donc ensuite, à son retour en France, dans l'Assemblée constituante, il continuera d'avoir cette fonction, président de la Commission du Travail et des Affaires sociales. Ce qui fait que ça en fait un personnage de premier plan sur ce qu'il va falloir mettre en place à la Libération, particulièrement ce qui est ressorti dans le programme du glorieux CNR, c'est ça, la mise en place d'un système de prise en charge de la santé publique. Alors il y avait des historiens qui s'étaient exprimés peut-être il y a 2 ans dans le monde et qui expliquaient qu'il fallait en finir avec cette légende que la sécurité sociale c'était un héritage communiste. Et pour étayer leurs assertions, ils disaient, regardez, le 4 octobre 1945, c'est pas Croizat qui signe les ordonnances de mise en place de la Sécu. Hein. Mais ils ne prennent pas en compte toute la période antérieure, la période pendant laquelle il est président de la Commission du Travail et des Affaires sociales. Et donc, ça en fait un personnage absolument central de toutes les discussions. Et l'ordonnance du 4 octobre 1945 est le résultat de plus d'une année de discussion par les gens qui sont concernés par la mise en place de cette Sécu. Donc il y a le ministre du Travail, Alexandre Parodi, il y a aussi Pierre Laroque, hein, qui est attaché au ministère d'Alexandre Parodi. Et donc, peu de temps après cette ordonnance, il va y avoir des élections législatives. Le Parti communiste fait un très bon résultat, c'est le premier parti de France. Il avoisine le résultat des élections avoisine les 30%. Il y a une CGT qui est à 5 millions d'adhérents. Et le chef du gouvernement, le général de Gaulle, se retrouve contraint de prendre des ministres communistes. Et donc, en ce qui concerne la sécurité sociale, le choix se fait sur Croizat, justement, à cause de cette antériorité dans l'étude de ce qu'il faudra mettre en place comme système de santé à la Libération. Alors ça n'a pas duré longtemps, cette collaboration avec le général de Gaulle, puisque 2 mois après, il démissionne, et bon, ça n'en fait pas du tout une personne qui a vraiment contribué à la mise en place de la sécurité sociale. Donc, l'avantage de Croizat sur la mise en place de la sécurité sociale, c'est son origine de syndicaliste. Donc, il peut s'adresser facilement au monde militant, et il va y avoir donc une dynamique extraordinaire. Les militants, après leur temps de travail, ils vont aller à soit la rénovation ou la construction de bâtiments qui vont abriter les futures caisses de sécurité sociale. C'est souvent des vieux bâtiments ou des hangars qu'on met à leur disposition. Donc ils vont aider à la rénovation de ces bâtiments. Il y en a d'autres qui vont récupérer des morceaux de bois, parce que la France est ruinée, il n'y a plus rien, hein, pour essayer de faire un petit peu de mobilier, des choses comme ça. Il y a ces camarades aussi qui passent leur temps à établir des petites fiches de qui seront les futurs assurés sociaux. Puis aussi les camarades à qui on dit, bah, va falloir maintenant que tu réfléchisses à ton avenir, parce que demain, tu vas devenir un administrateur de la sécurité sociale. C'est un bel avenir pour un ouvrier de se retrouver dans cette situation. Et donc, cette dynamique va faire qu'en France, ça va se créer très très vite, la sécurité sociale. Pierre Laroque, qui lui était vraiment un habitué du montage de ces usines à gaz, il avait pris l'exemple de l'Angleterre. Il avait dit en Angleterre, ils ont commencé en 1943,
Et pour faire fonctionner leur système, ça a pris 8 ans. Et en France, ça a commencé à fonctionner en moins d'1 an. Donc il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire et une réalisation des travailleurs. Et donc Croizat tenait à ce que cette réalisation des travailleurs profite aux travailleurs. Alors, pour arriver à cette fin, donc, il y avait le principe déjà du financement de la sécurité sociale, hein, qui va être assis sur la cotisation sociale. Par exemple, ce qui est différent de ce qui se passe dans d'autres pays comme l'Angleterre, où c'est pris sur l'impôt. Et puis, il y a aussi la gestion qui est confiée principalement aux représentants des assurés sociaux, puisque dans la Sécu version Croizat, il y a 75% de représentation des assurés sociaux, 25% du patronat. Voilà. Donc, comme je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants, je vais peut-être pas être trop long. Qu'est-ce que tu en penses Aux applaudissements de la salle. Merci beaucoup Pierre, parce que tu nous as présenté la vie d'Ambroise Croizat, ses origines. Je crois que c'est important de noter tous ces événements, cette dureté de sa vie qui a forgé sa capacité de résistance. Et de la résistance, il en a fallu pour ensuite résister aux attaques qu'il a eues dès le début. Et Bernard Tepper va les retracer. Tu as retracé aussi sa vision globale du travail et des affaires sociales qu'il a eues à travers sa présidence de la commission au sein du CNR. Et puis son origine syndicale, évidemment, qui a permis de contribuer à cette dynamique de mobilisation dont on aimerait tant qu'elle la retrouver aujourd'hui. Au passage, je me suis posé la question, Muriel, de savoir s'il existait à l'époque un statut d'intermittent syndical, parce que c'est vrai que c'était visiblement une époque assez difficile. Mais avant de passer la parole à notre second intervenant, je voudrais saluer la présence du maire de la Ricamarie, qu'on remercie infiniment de nous avoir accueillis. Je ne vais pas vous demander de mots, j'ai parlé tout ce matin, j'ai participé à la manifestation aussi. Simplement dire que nous sommes très fiers de vous accueillir dans la patrie de Michel Rondet. Michel Rondet alors, a été certainement un des précurseurs de la sécurité sociale. C'était le premier créateur des caisses de secours miniers. Donc avant, dans les années 1870-1880. Donc il a été très tôt un des premiers permanents syndicales, et qui a certainement permis de créer la CGT en 1895. Donc vraiment un personnage qui a marqué son histoire et qui a certainement contribué à penser cette solidarité ouvrière qui s'est bâtie, qui s'est construite au fil du siècle, alors sur ma commune, mais plus largement au niveau national, et avec tout l'espace politique qui ont construit le XXe siècle, et notamment tous ces rapports de force, et je crois que c'est un terme important, ces rapports de classe, et ce combat-là qui s'est mené entre la classe ouvrière et la classe bourgeoise. Et on a réussi à construire la sécurité sociale dans un contexte ô combien important, je le dis, et puis c'est un peu tragique de le dire dans ces moments où la gauche est particulièrement divisée, dans un rapport de force qui s'est fait dans le cadre d'une unité. Une unité qui est une condition, me semble-t-il, sine qua non pour que la classe ouvrière puisse être, comme disait Ambroise Croizat, puisse être en position de conquérir des acquis sociaux nouveaux. La sécurité sociale n'est pas un acquis, c'est une conquête. Donc c'est vraiment une conquête qu'il faudra conduire demain pour pouvoir ouvrir peut-être davantage de droits, notamment avec cette, et ce qu'on souhaite tous, cette branche dépendance qui est abandonnée aujourd'hui et qui abandonne les familles à leur propre solidarité intra-famille et qui fragilise encore plus les plus fragiles à la fin de leur vie.
Et ça, c'est un des événements tragiques, une des justices sociales à conquérir pour demain et pour une société bien plus solidaire. Alors la Ricamarie, je disais Michel Rondet, c'est aussi aujourd'hui une vraie réalité populaire marquée par des processus migratoires depuis très longtemps. Alors avec une forme d'exode urbain, c'est-à-dire d'exode rural, c'est-à-dire que les gens partaient de la ruralité pour produire le charbon, l'énergie nécessaire pour chacun et pour notamment la sidérurgie ô combien importante sur nos territoires. Et puis après, c'était des migrations européennes, donc polonaises, grecques, italiennes, et puis bien d'autres certainement, portugaises. Et puis après, il y a eu la décolonisation, il y avait toujours besoin de main-d'œuvre, donc d'Afrique du Nord, donc de Tunisie, Maroc et algérienne, qui constituent complètement notre socle de vie et de notre ville aujourd'hui. Et plus tardivement, pour des raisons complètement liées à l'habitat, mais l'habitat ouvrier, d'autres migrations sont arrivées, turques dans les années 80. Des Turcs qui ont investi la commune, investi des patrimoines un peu dégradés dans le centre-ville et qui concourent aujourd'hui à ouvrir une autre migration qui est celle des Balkans dans les années 94-95 liée au conflit. Donc une migration assez importante de Roms du Kosovo, d'Albanais ces dernières années, de turcophones de Bulgarie, donc le parti pauvre du sud de la Bulgarie qui est frontalier avec la Turquie, tout ça parce que ces migrations turcophones, ils sont venus dans un espace qui était ouvert par des acquisitions sociales, et toutes ces personnes-là vont avoir besoin de solidarité ouvrière demain, ils vont avoir concouru à nos recettes de sécurité sociale, parce qu'ils vont avoir bossé, ils vont avoir construit la société, et ils n'auront pas des droits à la hauteur de nos cotisations, nous tous respectives, parce qu'ils n'auront pas suffisamment de cotisations. Et donc c'est une misère qui est annoncée pour eux demain dans la société française. On montre du doigt des territoires comme les nôtres, mais les premières lignes sont les territoires de la Ricamarie. Et depuis très longtemps. Et ça, je veux que vous le compreniez, parce que souvent on ne connaît pas la vallée d'Ondelle, mais la vallée d'Ondelle ou la vallée du Gé, c'est cette réalité-là. Et c'est cette réalité qui, sur un plan humain, explose sur un plan démographique. Et encore aujourd'hui, on a une jeunesse très nombreuse. Je disais dans le rassemblement, si on veut faire une sociologie de ce qui se passe sur la Ricamarie, on a 32% de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. On a 50% de jeunes de moins de 25 ans. Alors vous imaginez, c'est une ville de 8000 habitants, mais vous imaginez le nombre de personnes qui vont concourir à la solidarité nationale, et on ne le montre pas, on ne le dit pas, et c'est des gens qui sont destinés à être pauvres toute leur vie et à n'avoir aucun droit, et on les montre du doigt en permanence. Et je peux vous certifier, pour la plupart de ces habitants-là qui arrivent sur la Ricamarie, ce sont des gens généreux qui ont envie de s'engager, qui ont envie de se battre. Alors, la difficulté pour structurer cette jeunesse qui est très nombreuse ou ce processus migratoire, il faudrait faire en sorte de nous donner les moyens de sociétés plus solidaires, plus fraternelles, comme l'avait été pensée la sécurité sociale, en répondant à des enjeux nouveaux. Et ça, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on est confronté à des gens qui ne sont pas partageux. Et c'est l'intuition, l'extrême intuition de la sécurité sociale, c'est d'inscrire dans la loi la solidarité. Le souci d'aujourd'hui, c'est qu'on ne veut plus de loi, on ne veut plus légiférer, ni sur l'environnement, ni sur la solidarité, ni sur la fraternité. On veut simplement libérer les capitaux pour qu'ils s'enrichissent davantage. Voilà, telle est la réalité. Et voilà dans quoi on construit ce rêve de solidarité nouvelle, renouvelée, inspiré par le Conseil national de la résistance. Et une ville comme la Ricamarie, plus qu'ailleurs, a ce besoin-là, a ce besoin de cette fraternité, de cette solidarité, parce que c'est par eux que se construira la fraternité. C'est pas pour les habitants de Vauche, c'est pas à Vauche, pour l'essentiel des retraités, que la solidarité va se construire. Alors ils vivent très bien à Vauche, hein. C'est des gens très bien pour la plupart. Mais c'est pas là, c'est même plutôt, je veux dire, si on reste économiquement pur, c'est même plutôt aujourd'hui, si on restait, un nid de retraités qui ont un coût. Et là, aujourd'hui, ceux qui produisent sont sur des territoires, des quartiers politiques de la ville, des quartiers populaires. Il faut le comprendre pour pouvoir imaginer une solidarité renouvelée, une sécurité sociale renouvelée, pour qu'on puisse recréer une solidarité
qui s'assoit sur les valeurs du Conseil national de la résistance, sur les valeurs qui étaient portées par Ambroise Croizat. Vraiment, si je peux expliquer pourquoi la ville de Larricamérique ouvre ses portes à toutes les structures, tout ce qui peut être accession à des solidarités et des conquêtes à avoir, à conquérir pour les années à venir, c'est bien pour ces raisons-là. Voilà, je voulais vous dire ces propos-là, et soyez les bienvenus, bien évidemment. Merci vraiment beaucoup pour cet enthousiasme que vous avez à défendre les invisibles et ceux qui aujourd'hui contribuent à créer de la valeur et ne reçoivent rien. À plaider pour cette sécurité sociale renouvelée que nous appelons aussi de nos voeux. Nous, je crois que nous aimerions qu'elle soit vraiment, carrément, non pas inscrite dans la loi, mais dans la Constitution, parce que c'est les droits de l'homme, ça. Et c'est ce qu'avait essayé de faire la Constitution 46. Voilà, et donc, merci encore. On a tellement besoin de cette société solidaire aujourd'hui que... Bon, c'en est à pleurer. Je m'appelle Bernard Tepper, je suis membre du bureau de la Convergence nationale service public et je suis le responsable national du groupe Sécurité sociale de la Convergence. Je rappelle que la Convergence nationale service public, c'est le plus grand rassemblement à gauche en termes organisationnels. Le reste des services publics et l'action de l'État. Ce qui concerne la protection des assurés sociaux et de leurs familles, c'est obligatoirement dans la tête d'Ambroise Croizat une fraction du salaire, le salaire étant la partie de la richesse qui est versée aux salariés. Et donc quand le salarié se bat pour une augmentation de salaire, il se bat obligatoirement en même temps pour une augmentation des cotisations sociales, puisque c'est une fraction du salaire. À partir du moment où on a un autre type de financement, on n'est plus dans la liaison entre le financement de la sécurité sociale et, je dirais, et le salaire. Bien évidemment, le programme le plus avancé sur le plan social de toute l'histoire de France, c'est le Conseil national de la résistance. Mais dans le Conseil national de la résistance, il y a toute une série de très grandes avancées, mais il n'y a qu'une seule avancée qui est anticapitaliste, c'est la sécurité sociale. Et c'est pour cela, parce qu'elle est anticapitaliste, que la sécurité sociale est la première cible dès 1947-48 du patronat et de l'ensemble de ses alliés, notamment la mutualité, notamment je dirais les paysans propriétaires, notamment les indépendants, et même j'espère que je ne ferai pas sursauter beaucoup de personnes, certaines fédérations de la CGT. Ambroise Croizat soutenu par la Confédération CGT, mais pas par l'ensemble des fédérations. Et comme je n'ai pas le temps de... Alors, les 4 principes révolutionnaires de la sécurité sociale. 4 principes. Le premier, c'est que la sécurité sociale n'est pas gérée ni par le privé, ni par l'État. Elle est gérée directement par les représentants élus des assurés sociaux. Une sorte d'autogestion généralisée sur l'ensemble du pays. C'est la plus grande opération mondiale d'autogestion réalisée. Il y a eu des avancées de sécurité sociale dans tous les pays européens, mais pas gérées par les représentants élus des assurés sociaux. 75%, comme ça a été dit, des sièges, ce sont les assurés sociaux. Et principalement les ouvriers et les employés via le syndicat majoritaire de l'époque, CGT. Deuxième principe révolutionnaire, financement par la cotisation, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. N'oubliez jamais que le patronat veut financer la Sécu par l'impôt
et que Croizat voulait financer par la cotisation sociale. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais il y a une différence, effectivement, dans les deux financements. Troisième principe révolutionnaire, le principe de solidarité qui remplace le principe de charité. Et la définition du principe de solidarité, c'est à chacun selon ses besoins, chacun y contribue selon ses moyens. Quatrième condition révolutionnaire, c'est l'unicité. C'est-à-dire il n'y avait qu'une seule caisse de sécurité sociale. Là maintenant, c'est coupé en 5 branches. Donc bien évidemment, comme je l'ai dit ce matin à la manifestation, quand une branche est excédentaire, eh bien, on pousse à la diminution des cotisations, et quand elle est déficitaire, eh bien on dit qu'il faut diminuer les prestations parce que ça coûte trop cher. Je dois dire d'ailleurs que la sécurité sociale, normalement, devait être à équilibre en 2024. Elle ne le sera pas parce que le président de la République que vous avez élu a pris les 136 milliards d'euros du Covid et il a décidé que c'était une dette de la Sécu. 136 milliards. Ce qui fait que maintenant, la Sécu, elle est en déficit probablement jusqu'en 2033. Mais tout simplement parce que la décision de l'État n'a pas été de prendre ça sur le budget de l'État, mais sur le budget de la sécurité sociale. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre ce qu'est le néolibéralisme. Et le néolibéralisme est simple, certains dans la salle connaissent déjà c'est l'intervention de Denis Kessler dans Challenge le 4 octobre 2007, lorsque une journaliste de Challenge pose la question à Denis Kessler, patron de la Fédération française des sociétés d'assurance, puis patron adjoint du MEDEF, et on lui demande c'est quoi les réformes que fait le gouvernement et ce que souhaite le patronat. Et effectivement, il dit ce que vous lisez là. Voilà. Alors bien sûr, je vais vous lire que la dernière phrase parce que je suis contingenté par le temps. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Nous sommes aujourd'hui en 2023, le projet du patronat, de la droite et de la gauche néolibérale, c'est en fait de défaire ce qui a été créé en 1945, et c'est l'ensemble des réformes qu'il y a eu entre 1944 et 1952. Voilà le dispositif révolutionnaire de la Sécu. Sur les 4 conditions révolutionnaires, il y en a 3,5 qui n'existent plus. Voilà. Il ne reste que sur les 4 conditions que j'ai dit tout à l'heure, il ne reste que la cotisation pour la moitié du financement, puisque l'autre moitié est déjà la fiscalisation. Maintenant, je voudrais passer, dans mon deuxième point, aux attaques contre la protection sociale en général. Je dis en général parce qu'on attaque en même temps l'assurance chômage, on attaque en même temps toute une série de choses qui ne sont pas formellement dans la sécurité sociale. Alors, les plus grandes attaques, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quel est le projet du patronat dès la création de la sécurité sociale, c'est d'engager 2 phases. Première phase, l'étatisation de la sécurité sociale. Deuxième phase, sa privatisation. On ne peut pas privatiser l'Assemblée nationale. Par contre, on peut privatiser une entreprise nationalisée. Vous avez compris la différence? Vous ne pouvez pas privatiser directement ce qui relève des citoyens. Vous pouvez facilement privatiser ce qui appartient à l'État.
Donc les deux grandes opérations, c'est l'ordonnance de 1967 du général de Gaulle, supprimant déjà 2 conditions révolutionnaires sur 4, et celle de 95, c'est le plan Juppé. Et il faudra attendre Sarkozy et Bachelot en 2008 pour reporter ça sur le problème de l'hôpital. Le démarrage de l'attaque contre la Sécu en dehors des ordonnances, ça a été le forfait hospitalier de 1983, qui a été réalisé. C'était un gouvernement d'union de la gauche, hein, je ne rentre pas dans le détail. Ce forfait hospitalier de 1983, il va jusqu'à la légalisation des dépassements d'honoraires sous le règne de François Hollande et de Marisol Touraine, en 2013. Et puis ensuite, ça a été transformation du code de la mutualité en code assurantiel, en 2001, c'est le gouvernement Jospin. Et donc ça, c'est l'acceptation des directives européennes, et notamment de la directive Solvabilité 2, qui en fait décide de transformer toutes les mutuelles sans exception avec le même système de gestion que les assurances privées à but lucratif, sauf le but lucratif, mais tout le reste, c'est une décision qui a été prise, et derrière, une mutuelle, vous avez l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui est capable de fermer une mutuelle si les règles ne sont pas respectées. Attaque sur les retraites à partir de Seguin, en 87 sur un décret, à partir de 1993, avec le Premier ministre de l'époque. Des indexations par rapport au coût de la vie pour les retraites complémentaires du privé, signées par Force ouvrière, CFDT et CFTC. Vous m'excusez, mais c'est l'histoire. Pour la branche famille, austérité généralisée, processus de fiscalisation du ressource de la branche. Aujourd'hui, la branche famille, allocation familiale, prestations logement, précarité, est totalement fiscalisée. Perte d'autonomie, ben la loi grand âge, on ne l'a pas. Augmentation forte du chômage. Nous avons sur les catégories A, B, C, D, E, toujours plus de 6 millions de chômeurs. 3 millions, ce n'est que la catégorie A. Et on fait baisser la catégorie A en augmentant les précaires, qui sont en catégorie B et en catégorie C. Ensuite, diminution du droit des salariés par l'ANI en 2013 et par la protection sociale complémentaire qui est en cours de discussion pour l'ensemble des fonctionnaires. Et où ça se passe, de mon point de vue, pas bien du tout. C'est-à-dire que les grandes lignes du projet patronal sont signées par les organisations syndicales. Déserts médicaux en hausse, diminution du nombre de lits, y compris pendant la syndémie du coronavirus. Retraite à 64 ans pour le taux plein. Mais retraite à 64 ans pour le taux plein, c'est pour certaines personnes, notamment les femmes, 70 ans pour la retraite complète. Je n'ai pas le temps d'expliquer la différence entre retraite à taux plein et retraite complète, mais on pourra le faire en aparté tout à l'heure. Et puis, sachez bien que quand l'ensemble des complémentaires santé obligatoires aura frappé le privé et l'ensemble du public, y compris les fonctionnaires, le projet patronal, c'est les appels d'offres par appartement pour dépecer la sécurité sociale. Normalement, après le 1er janvier 2026, ils ont la possibilité de le faire. Après, la question, c'est quelle riposte les travailleurs, et ça c'est un autre sujet que Mireille Carreau va essayer de nous inciter à la mobilisation, je pense. Deux diapositives, dont une que vous n'avez jamais vue, sauf si vous avez lu mon livre. Et je vais vous expliquer pourquoi.
La première, c'est ce que vous voyez là. C'est ce que les économistes appellent la déformation de la répartition de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, vous avez un rectangle du haut. La longueur du rectangle, c'est simple, c'est en fait l'ensemble de la valeur ajoutée, l'ensemble de la richesse produite par tous les travailleurs français et étrangers travaillant sur le territoire national. En ce qui concerne cette du bas, c'est la même chose. Comme je parle en pourcentage, même s'il y a plus de richesses créées en 2022 qu'en 1982, vous voyez que la césure entre salaire et cotisation sociale d'un côté et profit de l'autre n'est pas la même. Et vous voyez qu'il y a un écart. Cet écart, c'est 200 milliards d'euros. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que, bien évidemment, quand Nicolas Sarkozy faisait ce geste-là, il sortait sa poche, il montrait « j'ai pas d'argent dans la poche », c'est sûr, à partir du moment où il y a 200 milliards qui sont passés des salaires vers le profit, ah ben il n'y a plus d'argent. Et si on veut vraiment satisfaire les besoins, c'est pas en inventant, je dirais, des usines à gaz. C'est en faisant repartir la césure entre le violet et le jaune, et de faire repartir la coupure vers la droite. C'est uniquement par l'augmentation du salaire et des cotisations sociales que l'on peut satisfaire l'ensemble des besoins. Et si on ne fait pas ça, et si on accepte systématiquement l'abaissement des salaires réels et l'abaissement des cotisations par les exonérations sociales, eh bien, il est impossible, dans ce cas-là, de satisfaire les besoins sociaux. Dernier point, c'est celui-là, ce schéma-là que nous avons réalisé pour chaque branche de la Sécu. Ça a été fait bien sûr sur les ordinateurs de la Sécu, donc c'est les hauts fonctionnaires de la Sécu, notamment celui qui a écrit le livre avec moi, qui a fait cela, parce qu'il n'y a que les ordinateurs de la Sécu qui sont en mesure de faire ça. Alors vous voyez en ordonnée, c'est toute la redistribution, ce que les économistes appellent le revenu secondaire. Et en abscisse, c'est en fait le niveau de salaire, globalement. Le revenu primaire, c'est-à-dire globalement, bon, sauf pour une minorité de très riches, c'est le salaire. Et puis vous voyez trois couleurs. Vous avez du rouge, du noir et du bleu. Le bleu, c'est en fait le champ du droit social. C'est comme ça qu'on l'appelait à la Sécu à la fin des années 40. C'est en fait les remboursements Sécu. Le noir, c'est le champ de propriété privée lucrative. C'est tout ce qui est privé. Les assurances privées, etc. Le rouge, c'est l'assistance pour les pauvres. Et vous avez là ce qu'a été le RMI, le RSA, etc., etc., la CMU complémentaire, etc., etc. Alors c'est très intéressant, pourquoi? Parce que vous voyez des flèches. La flèche 3, 1, 2, 3, 1, 4. Non, 3 et 1. Eh bien, si vous faites descendre la frontière entre le noir et le bleu, ça va vers la privatisation. Et si vous faites descendre le rouge qui remplace le bleu, vous voyez, eh bien là, c'est l'assistance pour les pauvres payée par les impôts du budget de l'État, et bien évidemment, je dirais tous les riches, enfin les plus riches, eh bien, c'est les assurances privées. Si vous voyez les États-Unis, premier pays du monde, il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas de bleu aux États-Unis. Vous avez
Vous voyez, la flèche numéro 3, elle descend jusqu'en bas. Et il n'y a que du rouge. C'est le financement par l'État américain des pauvres. Et à partir du seuil d'affiliation à la sécurité sociale, vous voyez, tout ça est noir. Et c'est les assurances privées. Et donc la bataille, et ça c'était déjà pensé au moment d'Ambroise Croizat, c'est rouge et noir contre bleu. Enfin, dans le schéma qui est là, hein, bien évidemment. Parce que si on est, je dirais, pour la solidarité, on est pour la suppression du rouge, parce que ça doit être pris en charge par le bleu, et le bleu doit monter et aller bien plus haut, et bien évidemment, petit à petit, supprimer le noir. Vous voyez? Donc le problème, c'est ça. C'est le bleu de la Sécu. Ça, c'est la tendance Croizat. Hein? Voilà. C'est le bleu de la Sécu contre le rouge et le noir. Mais bien évidemment, si le bleu remplace le rouge, il faut qu'il monte 2 fois plus haut pour pouvoir rattraper le même système de redistribution que l'ensemble. Voilà. Si j'ai encore 30 secondes, je vais simplement vous montrer ça. Je prends un exemple, c'est les lits hospitaliers. Parce qu'il n'y a pas que l'assurance maladie santé. Regardez, combien il y avait de lits en 1981, combien il y en a en 2008, regardez combien il y a de passages aux urgences en 1995, en 2008, et actuellement, on est passé de 9 millions de passages aux urgences à 18 millions en 2008 et à 21 millions aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'austérité et qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent se soigner qu'en allant aux urgences. Il y a aujourd'hui un tiers de la population qui vit de près ou de loin dans un désert médical. Vous voyez, les chiffres, ils sont quand même assez faramineux. Tout cela pour dire, bien sûr, et ce sera ma conclusion, que si nous voulons aller vers l'émancipation, il n'est pas possible d'y aller sans refonder la sécurité sociale en fonction, je dirais, des conditions révolutionnaires qui existaient en 1945-1946. Je vous remercie de votre attention. Merci Bernard, merci d'avoir porté un peu cette présentation que tu lui avais préparée avec beaucoup d'amour. On aura l'occasion de revenir sur les propositions de sécurité sociale, les propositions de réforme. Tu as appelé à une réforme émancipatrice de grande envergure. Parmi les pistes de réforme figure la question de la sécurité sociale à 100%. Tu l'as bien montré, on voit comment la part du financement par l'assurance privée est croissante, notamment en fonction des revenus. Et donc je pose la question, faut-il aujourd'hui qu'on continue à avoir des dépenses de santé, par exemple financées quand même encore à 15%, si on compte les mutuelles et les franchises et les tickets modérateurs, financés à peu près à 15% par des complémentaires santé, que ce soit les mutuelles ou des assurances. Alors, Nicolas a préparé quelque chose là-dessus, justement sur cette question qui a animé le débat à un moment donné, la sécu 100%, non, la santé 100% sécu, pardon. Non, la sécu 100% santé, je l'ai mis à l'envers. Voilà, en gros, comment peut-on, à partir
de la contribution des citoyens via leurs cotisations aboutir à une couverture médicale à 100%. Merci pour aussi tous les copines, les copains qui ont parlé, qui vont parler. C'est super revigorant de venir ici et je ne regrette pas de me lever très tôt ce matin pour venir. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, justement, je vais parler donc là de cette hypothèse d'étendre la sécurité sociale. Alors évidemment, la sécurité sociale, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon bouquin, La bataille de la Sécu. Pourquoi la bataille? Parce qu'en fait, la sécurité sociale, ça a été un petit peu dit, en fait, la sécurité sociale, c'est pas parce que c'est une bonne idée qu'on l'a fait. La sécurité sociale, on l'a faite parce qu'on s'est battu pour. C'est pour ça qu'on parle d'une conquête, évidemment, c'est une conquête. Parce qu'il faut se battre pour que les bonnes idées adviennent. Mais évidemment, avant de se battre, il faut parler de ces bonnes idées. Et donc celle dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est justement l'idée d'extension de la sécurité sociale. L'extension de la sécurité sociale, si vous voulez, l'enjeu c'est plutôt que d'être tout le temps dans cette idée de « oh là là, mais à quelle sauce on se fait manger, on perd tout le temps », non, c'est à quelle sauce on va les manger. Comment est-ce qu'on va réussir à renverser ce rapport de force qui nous déplaît tant aujourd'hui? Et pour ça, je pense que l'un des enjeux absolument déterminants, c'est la bataille pour le 100% sécu. Ou pour le dire autrement, pour liquider les complémentaires santé. Parce qu'effectivement, tout le monde déteste les complémentaires santé et on a de très bonnes raisons pour cela. Alors je vais commencer évidemment par vous dire ça, c'est des choses que vous savez. Et en fait, je vais vous le dire, mais je vous ai quelques chiffres, mais je ne vais pas faire l'économiste de service. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas de vous présenter tout à fait précisément pourquoi il faut s'en débarrasser des complémentaires santé. L'enjeu, c'est d'être capable de sortir de cette salle et de se dire, bon, je retourne au boulot lundi, demain, parce que maintenant on travaille le dimanche, je retourne voir les copains, les copines, on va boire des cafés, des trucs, des machins, et là, paf, en faisant la belote, je vais leur dire, ce qu'on va faire, on va liquider les complémentaires. Pourquoi on va liquider les complémentaires? Maintenant, vous allez savoir. Et, encore une fois, vous allez voir, c'est très facile, il n'y a pas besoin d'être économiste pour ça. En fait, on va liquider les complémentaires parce que déjà, ça coûte un pognon de dingue. En fait, on a un exemple extraordinaire et facile à comprendre. Le public, ça marche mieux que le privé. Exemple par les complémentaires santé. Là, Sarkozy qui dit « oh là là, on fait des poches », ça veut dire quoi ça? Non, ceux qui nous font les poches, c'est le privé dans le cadre de la santé, et en particulier les complémentaires. Parce que ce qu'il s'agit de faire, c'est pas de dire « est-ce que le public coûte ?» Bien sûr, n'importe quelle activité, elle coûte. La question c'est, est-ce que ça coûte plus ou moins que le privé? Dans le cas de la santé, on sait très bien, la Sécu, ça marche beaucoup mieux. Alors je donne non pas quelques, je donne un chiffre coûteux pour pas vous assommer. Globalement, les économistes montrent que finalement, peuvent montrer assez facilement que le système de santé en France, c'est l'un des plus chers du monde, derrière les États-Unis. Pour quelle raison? Pour une raison très simple. Je vous dis, vous allez faire la belote, vous allez pouvoir montrer à tous les copains, tous les copines. C'est facile. Quand on va chez le médecin, quand on va chez le pharmacien, qu'est-ce qu'on fait? On sort la carte vitale, la Sécu. Et ensuite, on sort la carte de complémentaire, si on en a une et si on ne l'a pas oubliée. Double boulot. Double boulot, ça veut dire que derrière chaque carte, on fait 2 fois le boulot. Donc ça veut dire que ça coûte 2 fois plus cher. Et c'est pour ça qu'on est partie des systèmes de santé les plus chers au monde. Tout ça, ça n'a pas de sens. Et on pourrait se dire, d'accord, ça n'a pas de sens, mais pourquoi liquider les complémentaires plutôt que la Sécu? Alors là, deuxième argument. Mais parce que quand on compare ce que coûtent les complémentaires et ce que coûte la Sécu, ce qui coûte le plus cher, c'est évidemment les complémentaires santé. Et là, pour vous, vraiment un chiffre. 7 milliards. Les frais de gestion des complémentaires santé en France, c'est à peu près 7 milliards. Toutes complémentaires confondues. Habituellement, on dit mutuelle. Dans le langage courant, on dit plutôt mutuelle que complémentaire santé. Pourquoi je dis complémentaire santé? Parce qu'il y a différents statuts juridiques. Il y a les mutuelles, qu'on connaît bien, à but non lucratif. Il y a les instituts de prévoyance, aussi à but non lucratif, et il y a les assureurs privés à but lucratif. Mais tout ça, on peut le mettre dans un même sac, parce que ça marche de la même façon, qu'on appelle complémentaire santé. Les complémentaires santé, en frais de gestion, c'est 7 milliards. La Sécu, en frais de gestion, sur sa part Caisse nationale d'assurance maladie, c'est 7 milliards aussi. On se dit, c'est la même chose, 50-50, il n'y en a pas un plus efficace que l'autre. Non, c'est une erreur. Parce que la Sécu, elle rembourse 80% des dépenses de santé. Elles prennent pour prendre 6 ou 7 fois plus, la Sécu, elle prend le même argent qu'un complémentaire. Donc c'est beaucoup plus efficace. Quand vous mettez 100 balles, 100 € dans la Sécu, vous en avez 95 qui payent des soins. Quand vous mettez 100 € dans la complémentaire,
bah, vous n'en avez plus que 85, parce qu'il y a des frais de gestion à hauteur de au moins 15 à 20%, c'est beaucoup plus cher. Donc là, le coût de « j'ai pas d'argent dans les poches », bah forcément, parce que c'est les complémentaires qui nous les font les poches. Donc, alors, si vous êtes, comment dire, séduit par cet argument économique, évidemment, bah, la Sécu, ça marche mieux. Débarrassons des complémentaires. Mais il y a aussi l'argument de la justice, de l'accès égalitaire aux soins. Et là, c'est une tragédie, les complémentaires, on le sait. Déjà parce que tout le monde n'a pas la complémentaire. En France, il y a encore 3 millions de gens qui n'ont pas de complémentaire. C'est-à-dire que 3 millions de gens qui ne peuvent pas sortir la carte de complémentaire pour finir de financer leurs soins. Même quand on regarde ce que les gens prennent comme part de leurs revenus pour financer des soins. Quand on regarde les 10% les plus pauvres, c'est 10% de leurs revenus pour financer des soins. Alors que les 10% les plus riches, ils n'utilisent que 2% de leurs revenus. C'est-à-dire qu'en fait, plus on est pauvre, plus l'accès aux soins, ça coûte cher. Et ça, évidemment, c'est scandaleux. C'est d'autant plus scandaleux que statistiquement, les plus pauvres, c'est les plus malades. La maladie, il y a une croyance populaire comme quoi la maladie, elle choisit ses victimes au hasard. Pas du tout. En fait, il y a des déterminants sociaux des maladies. Et ceux qui sont les plus malades, ce sont ceux qui ont les moins bonnes conditions de vie, donc les plus pauvres, ceux qui ont les plus mauvais logements, ceux qui ont les boulots les plus difficiles à vivre, ceux qui vivent dans des conditions de précarité les plus importantes. Plein de bonnes raisons. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que non seulement il y a plein de bonnes raisons de le faire, mais en plus, c'est même les services statistiques et les autorités assez conservatrices qui le disent. L'année dernière, le Haut Conseil sur l'avenir de l'assurance maladie a écrit un rapport dans lequel il essayait d'évaluer qu'est-ce que ça ferait si, au lieu de rembourser les soins comme aujourd'hui, grosso modo 80% par la Sécu, 15% par les complémentaires, le reste de notre poche, si on faisait 100% Sécu. Et donc il fait cette évaluation. Alors évidemment, il y a plein de chiffres, plein d'hypothèses, mais bon, globalement, cette évaluation. On ferait une économie tous les ans de 5,4 milliards. Tous les ans, 5,4 milliards. Alors on se dit, bon, ok, 5,4 milliards, il est sympa, l'économiste, mais on ne sait pas combien ça fait. Il faut voir qu'est-ce que c'est comme ordre de grandeur. Est-ce que vous vous rappelez d'Emmanuel Macron lorsqu'il était sur l'hôpital de campagne à Mulhouse en train de dire qu'il en ferait un plan massif pour l'hôpital public? Bien, le plan massif pour l'hôpital public, ça s'est appelé ensuite le Ségur de la santé. Le Ségur de la santé sur son volet investissement, c'est-à-dire combien d'argent on met en plus pour financer des hôpitaux, c'était 6 milliards sur 5 ans. D'un côté, les complémentaires qui nous coûtent un pognon de dingue, 5,4 par an, le plan massif pour l'hôpital public, ce qui était pour l'hôpital d'ailleurs, même pas que public, 6 milliards sur 5 ans. C'est-à-dire que tous les ans, lorsqu'on aura liquidé les complémentaires, on pourra se payer un Ségur de la santé. Tous les ans. C'est génial, c'est une perspective absolument enthousiasmante. Et alors, une fois qu'on aura fait ça, une fois que le mouvement social aura fait ça, il pourra dire, attendez, nous on savait que la Sécu c'est mieux, donc grâce à notre mouvement, on a fait en sorte que la Sécu remplace la complémentaire, et donc ça a amélioré la vie de tout un tas de gens. Mais alors, non seulement on savait faire ça, mais alors du coup on va peut-être se poser la question, d'accord, la Sécu rembourse à 100%, mais qui doit décider de ce qui est remboursé? Et donc là aussi on a un boulevard pour le mouvement social. Le boulevard, c'est quoi? C'est de dire, c'est bien de rembourser à 100%, mais il faut aussi savoir ce que l'on rembourse. Parce qu'effectivement, un argument de dire qu'il faut plus de sous pour la Sécu dans certains de ces postes de dépenses. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que plus de sous pour la Sécu, ça ne veut pas forcément dire plus de sous pour les soins des gens. Parce que l'organisation du système de soins aujourd'hui fonctionne de telle façon que plus d'argent pour la Sécu aujourd'hui, ça peut vouloir dire plus d'argent pour les cliniques privées à but lucratif, plus d'argent pour les EHPAD privés à but lucratif, plus d'argent pour l'industrie pharmaceutique, qui se gave avec le système des brevets, plus d'argent pour la financiarisation de la Sécu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il en était un tout petit peu question tout à l'heure, aujourd'hui, ceux qui se gavent sur la Sécu, c'est les marchés financiers. Nous, on nous dit toute la journée à la télé, oh là là, la Sécu, c'est en train de se casser la figure, c'est pas très solide, alors que les premiers qui disent que bien sûr que c'est solide, c'est les marchés financiers eux-mêmes. Le cœur du capitalisme de contemporain. Et pourquoi ils disent ça? Ils disent ça parce que, comme la Sécu émet de la dette, eh bien, il y a des gens qui doivent l'acheter. Mais qui achète cette dette? Ceux qui ont plein de thunes et qui ne savent pas quoi en faire. Et donc ce sont ces acteurs sur les marchés financiers. Et ils évaluent la qualité de la dette de la Sécu. Et la dette de la Sécu, les acteurs financiers, ils adorent ça.
Et pourquoi ils adorent ça? Parce que la Sécu, ça marche bien. C'est super stable, c'est assis sur les salaires. Et donc, c'est toutes ces choses-là. Quand on dit plus d'argent pour la Sécu, c'est aussi plus d'argent pour la financiarisation de la Sécu. Entre le plan Juppé de 96 et 2018, la financiarisation de la Sécu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une émission de dette de 260 milliards. Je donne un chiffre comme ça. La dette l'argent qui a été mis pour rembourser ces 260, c'est 208 milliards. Sauf que sur ces 208 milliards de remboursement, on a surtout remboursé des intérêts. Plus de 60 milliards d'euros d'intérêts. Donc qui se gave sur la Sécu? Donc l'enjeu, c'est bien sûr plus de sous pour la Sécu, mais qui doit décider de la Sécu? Et là, on revient à cette idée de gestion par les intéressés qui est absolument décisive. Décisive pour ne pas en mettre là où on ne veut pas en mettre, et peut-être pour en mettre là où on a envie d'en mettre. Exemple, si on avait des caisses de sécurité sociale qui finançaient à 100% et qui décidaient ce qu'on met dans ce 100%, on pourrait décider de plus financer des centres de santé. Et des centres de santé publics, sans les Ramsey Santé et compagnie qui sont en train d'organiser aujourd'hui la financiarisation du système de soins primaires. Plus d'argent dans l'hôpital public. On a bien vu tous, on connaît, on sait ce que c'est que l'incapacité de l'hôpital public à gérer les arrivées dans les urgences et surtout à trouver des lits pour des gens qui viennent, évidemment les EHPAD publics. La question qui se pose, c'est quels obstacles? Alors, des obstacles, il y en aura beaucoup. Parce qu'effectivement, c'est conflictuel. Les obstacles qui sont assez clairs, c'est les complémentaires elles-mêmes. Et le rapport dont j'ai parlé tout à l'heure, il dit très clairement, si on fait ça, évidemment ça marche mieux, on fait plein d'économies, mais le marché des complémentaires s'effondre, 70%. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que ça s'effondre. Après, évidemment, il faut quand même le dire, ça s'effondre, donc tous les complémentaires seront contre, mais c'est pas grave. Il y a d'autres acteurs qui sont pour. L'obstacle, évidemment, c'est parmi ces complémentaires, qui est attaché à ce fonctionnement, qui est un fonctionnement rentier. Vous savez, en économie, on utilise le mot rente pour désigner une activité qui, en fait, octroie des revenus sans que ce soit vraiment productif. Là, c'est exactement le cas. Je veux dire, les complémentaires, c'est complètement rentier. Ça marche moins bien que la Sécu, et pourtant, ils ont des revenus très importants grâce à ça. Qui est contre, qui veut garder cette activité rentière? Évidemment les complémentaires. Lesquels? Les assurances privées à but lucratif. Donc là c'est normal, c'est les assurances capitalistes. AXA, évidemment ils veulent ça. Et ça de toute façon on ne va pas chercher à négocier, donc il va falloir se battre contre ça. Mais aussi dans les instituts de prévoyance. C'est des institutions qui sont gérées paritairement, avec certains syndicats. Donc il faut savoir qu'il y a plein de syndicats aujourd'hui qui sont contre le 100%, parce que ça veut dire scier la branche sur laquelle elles sont assises. Donc on a des syndicats aujourd'hui qui sont co-gestionnaires d'instituts de prévoyance et qui reculent sur le 100% parce qu'elles savent qu'elles perdraient des positions et des financements. Donc ça, il faut l'avoir en tête pour pouvoir lutter contre. Bien entendu, les mutuelles qui ont une histoire absolument glorieuse, notamment ici, dans cette région. Il y a une histoire glorieuse des mutuelles, surtout qu'aujourd'hui, les mutuelles agissent comme des assureurs privés à but lucratif. Et ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont en concurrence avec eux. Celui qui ne fait pas de la tarification agressive, il meurt. Et donc c'est pour ça qu'on dit oui, à la télé, l'argument publicitaire, c'est la mutuelle, c'est démocratique, la mutuelle, c'est des valeurs, etc., etc. Sauf que dans les pratiques concrètes, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ceux qui ont le pouvoir dans les mutuelles, c'est pas les cotisants qui élisent, c'est pas les mutualistes. Ceux qui ont le pouvoir dans les mutuelles, c'est des actuaires. Et donc, évidemment, tout ça, c'est très malheureux, mais ça fera évidemment des obstacles. Et alors se dire, encore une fois, tous ces obstacles, c'est compliqué. Bien sûr que ça sera compliqué. Bien sûr, il va falloir de la conflictualité sociale pour parvenir à cette réforme, qui est finalement une toute petite réforme du 100% Sécu. Mais, cette petite réforme, il y a plein d'alliés pour la faire. Déjà, la population qui n'en peut plus des complémentaires santé, on a expliqué pourquoi. Et dans le quotidien, on n'en peut plus des complémentaires. Parce qu'il faut choisir laquelle est la bonne par rapport à nos problèmes de santé, laquelle coûte moins cher que laquelle. Il faut se dire à chaque fois, ah tiens, j'ai besoin d'aller chez le dentiste me faire ceci ou cela. Ah, mais combien va rembourser la complémentaire sur ce point-là ou celui-là? Enfin, je veux dire, c'est un enfer administratif. Soyons pour un choc de simplification. C'est ça l'enjeu. Mais donc, il y a plein de gens qui seront favorables à ça. Mais aussi des gens qui sont des gens dont on pourrait dire que c'est inattendu. Par exemple, il y a plein de hauts fonctionnaires qui sont pour faire ça, parce qu'ils savent bien que ça ne marche pas. Donc il y a des points d'appui. Quand on va discuter avec les gens à Bercy, parfois dans l'assurance maladie elle-même, ils disent oui, c'est vrai que la sécurité sociale, à 100%, ça marcherait mieux qu'avec les complémentaires. Il y a des tribunes de hauts fonctionnaires qui sortent régulièrement. La personne qui dirige aujourd'hui le Conseil d'État, elle a signé des tribunes. C'est un gars qui s'appelle Tabuteau, pour dire qu'il faut s'en débarrasser des complémentaires.
Donc c'est une idée extrêmement commune, mais vous l'avez vu, je vais conclure, extrêmement aussi, qui peut nous mener sur un chemin de radicalisation très, très important. Des mutuelles qui sont pour le 100%. Il existe des mutuelles qui ont encore cet esprit de mutuelle ouverte, qui sont pour le 100% sécu, parce qu'elles disent notre but à nous, c'est pas de faire de l'assurance santé. Notre but à nous, c'est de faire autre chose. Donc on peut s'appuyer là-dessus. Par exemple, chez Alternative Mutuelle, TB, au mieux que moi, le SMG notamment, avec un programme merveilleux, Amour 100%, enfin non, 100% Amour, des syndicats, des partis politiques. Donc là, on a vraiment un objet pour lequel on a une capacité de mobilisation terrifiante. Moi, j'adore l'histoire de la Sécu, j'adore raconter tout ce qu'a raconté Bernard, tout ce qui a été raconté par ailleurs, mais pour mobiliser au quotidien, là, je pense qu'on a un truc où on y va, parlons des complémentaires, et à partir de là, on déroule, et l'appétit vient en mangeant. Donc, soyons affamés et luttons. On a parlé de bataille, ben, voilà un vrai sujet de bataille, y compris peut-être avec des gens qui ne se sentaient pas forcément de ce côté-là de la barrière, et je pense notamment aux syndicalistes, et je crois que je vais du coup passer la parole à Muriel pour la CGT. D'aborder la sécu intégrale qui prévoit évidemment 100% sécu, mais aussi d'une manière beaucoup plus large une sécurité sociale qui intègre des droits nouveaux. Mais c'est vrai que venir sur la lutte, bon, c'est un moment quand même important. Alors je vais faire beaucoup plus court parce que je pense que construire la lutte et la mobilisation, ça nécessite aussi qu'on puisse avoir un échange avec vous. Parce que, bah oui, la lutte, elle est collective si on veut la gagner. Et d'autant que lutter contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale, eh bien, on s'aperçoit que c'est pas simple, que c'est difficile, parce que c'est pas quelque chose comme ça qui parle. Et pourtant, on assiste quand même à un foisonnement de lutte, notamment principalement défensive, mais qui peut être aussi offensive, mais surtout défensive contre justement les conséquences de ces projets de loi de financement de la sécurité sociale qui mettent l'ensemble des secteurs, que ce soit l'hôpital, que ce soit les EHPAD, mais aussi tout ce qui est relatif aux soins, à la santé au travail, qui mettent à mal. Tout simplement parce qu'il ne faut pas qu'on perde de vue que le projet de loi de financement de la sécurité sociale, enfin un projet de loi de financement de la sécurité sociale, chaque année on se dit ce projet de loi il n'est pas bon, mais en fait ça fait des décennies qu'on le dit, parce qu'on l'a dit ce matin, le patronat ne désarme jamais avec à sa botte un gouvernement bien évidemment qui reprend la main sur cette sécurité sociale, et le PLFSS c'est tout simplement un outil législatif et technique qui est au service de mise à bas budgétaire de la sécurité sociale. Donc déjà avant tout, nous on dénonce le principe même d'avoir un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est complètement à l'opposé d'une sécurité sociale qui réponde aux besoins et qui soit financée par le fruit des richesses créées par les travailleurs. Donc oui, c'est difficile de se mobiliser, mais en même temps, comme j'ai dit, on a un foisonnement de lutte. Des mobilisations, ça marche, des mobilisations. Bon, on en connaît ici dans la Loire, mais comme partout en France, pour défendre une fermeture d'hôpital, pour défendre des suppressions de lits, pour défendre des conditions de travail de personnel. On a des exemples multiples. Hein. Les derniers sur notre département, c'est les services d'urgence de l'hôpital de Feurs, mais on pourrait malheureusement en citer énormément. Je crois que Cyril, qui travaille à Firminy, connaît bien aussi la situation, mais c'est aussi le CHU de Saint-Étienne. Quand on a pu assister cet été à une fermeture, pas une véritable fermeture, mais à un SAS, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, pour pouvoir avoir accès au service d'urgence, on est obligé de téléphoner pour vérifier si on peut avoir accès aux urgences. Eh bien, voilà, on est dans une des conséquences qui font qu'on peut mobiliser, principalement sur les secteurs, j'allais dire, les plus ruraux. En ville, c'est pas toujours simple de mobiliser, on a beaucoup plus de difficultés. Mais oui, il y a des mobilisations qui peuvent parfois être massives et qui associent les personnels, mais qui associent personnel aussi usagers. On a des mobilisations dans le secteur de la petite enfance. On en a eu une tout dernièrement.
avec le collectif dans lequel participe bien sûr la CGT, Pas de bébé à la consigne, pour s'opposer à toutes les mesures aujourd'hui qui mettent à mal l'accueil de la petite enfance à travers, là encore, des privatisations rampantes de ce secteur-là. Manque de financement de la Sécu, ou plutôt réorientation du financement vers quelque chose qui serait, on va dire, plus lucratif, comme l'ensemble du secteur de la santé. La situation des EHPAD, les EHPAD sont en pleine crise depuis 2022. Il faut savoir quand même, et ce n'est pas nos chiffres à nous, c'est la Fédération hospitalière de France qui annonce que les EHPAD en France sont à 85% sont déficitaires. Mon établissement, Maison de retraite de la Loire-Saint-Just-à-Rambert, je pense que beaucoup connaissent, près de 2 millions de déficits. Alors à l'heure où on dit qu'on manque de moyens dans tous les EHPAD, où on a eu le scandale Orpea, etc., la semaine prochaine sera soumis au vote d'un conseil d'administration une réorganisation qui prévoit 20 suppressions d'emplois. Donc voilà. Donc bien sûr qu'il y aura des luttes, il y en a eu, ici comme ailleurs, mais la lutte, on voit bien qu'on lutte à travers des conséquences du PLFSS, mais pour autant, et j'en reviens à mon point de départ, lutter contre le PLFSS, c'est très difficile. Ça ne parle pas. Chaque année, on se le dit, pour certains camarades qui sont à la CGT, toutes les années, on ne fera pas le PLFSS, il faut qu'on crée une grosse mobilisation autour du PLFSS, sauf que chaque fois, on s'aperçoit que le PLFSS en lui-même, puisque justement, c'est un outil législatif qui rend... on va dire, ce qu'est réellement notre sécu, ça le rend de manière totalement abstraite et on n'arrive pas à se battre sur ce mot d'ordre-là, on va dire. Par contre, il faut qu'on crée, et c'est là où on a besoin d'avoir tout un processus qui doit se construire, mais de créer les conditions de mobilisation pour la réponse aux besoins, parce que les besoins, ils sont nombreux. Les besoins, ils étaient nombreux lorsque la Sécu a été créée en 1945, ils le sont encore aujourd'hui, et on aspire aussi à intégrer des besoins nouveaux dans la sécurité sociale. Donc on a besoin, moi je dirais que déjà avant tout, on a besoin de mener une belle bataille des idées, à la fois auprès des professionnels des secteurs de la sécurité sociale, pour justement cette prise de conscience, comme je l'évoquais tout à l'heure, quand on se mobilise pour un hôpital, si nos collègues, on leur dit on se mobilise au PLFSS, ils ne comprennent pas. Enfin, ils ne comprennent pas. Façon de parler, ils n'intègrent pas les conséquences directes dans ce processus législatif, etc. Et ça, on a besoin sans cesse d'expliquer, d'informer ce qu'est la Sécu, par qui elle a été créée, pourquoi elle a été créée, comment elle est financée, et comment aujourd'hui rendre possible justement le fait qu'elle puisse répondre à des droits nouveaux. Donc on a besoin de le réexpliquer à nos générations, puis de l'apprendre à des nouvelles générations, à qui on n'apprend pas. On a des camarades jeunes derrière, eux ils ont cette conscience-là, mais on s'aperçoit que la jeunesse aujourd'hui, malheureusement, est née avec la Sécu. Et justement, pour eux, la Sécu, c'est un acquis, c'est pas un conquis, parce qu'ils n'ont pas connu cette bagarre et cette belle conquête. Donc on a besoin, à travers l'éducation populaire, telle que Bernard parcourt toute la France, pour porter à travers aussi des initiatives comme aujourd'hui. Je pense que l'initiative d'aujourd'hui, c'est effectivement une initiative qui fait connaître aussi d'une autre manière, avec le spectacle des camarades qui aura lieu ce soir, qui sont aussi des choses, j'allais dire, beaucoup plus vivantes, qui peuvent aider aussi à cette prise en compte. On a besoin de rappeler l'ensemble des principes, bien sûr, de la Sécu. J'y reviendrai pas, puisqu'ils ont été beaucoup abordés. Et puis, mais principalement, revenir justement sur la question du financement. La question du financement à travers la cotisation qui fait partie intégrante de nos salaires, et donc dans notre bataille des idées, et ça on l'a fait durant le premier semestre, c'est aussi de faire prendre conscience que lorsqu'on se bat pour les salaires, il vaut mieux qu'on se batte pour une véritable augmentation de salaire plutôt qu'une prime défiscalisée ou désocialisée, parce que comme j'ai mangé ton nom, pardon, le camarade l'a dit juste avant, on peut aujourd'hui avoir un transfert vers les mutuelles ou autres,
mais ça va nous coûter beaucoup plus cher, ça nous coûtera beaucoup plus cher. Et on a besoin de prendre le temps avec les salariés d'expliquer que lorsqu'on se bat pour une augmentation de salaire, quand le gouvernement veut nous dire on va baisser les cotisations sociales, vous aurez des augmentations de salaire, c'est complètement faux, c'est complètement mensonger, parce que bien au contraire, si on finance par la Sécu, on n'aura plus les mutuelles, plus les complémentaires à financer, et on aura une prise en charge qui va être beaucoup plus importante, bien sûr. Donc parler ces augmentations de salaire, parler de financement avec quelques exemples. Donc on doit se battre sur les augmentations de salaire, net socialisé, bien sûr, net plus socialisé, mais des exemples chiffrés. Si on augmente les salaires de 5%, c'est plus de 9 milliards qui rentrent dans les caisses de la sécurité sociale. Si demain on réalise l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est plus de 6 milliards qui rentrent dans les caisses de la sécurité sociale. Et puis si on met fin aux exonérations de cotisations sociales, c'est 80 milliards cette année, mais c'est 80 milliards chaque année. Ces 80 milliards, c'est un racket de nos caisses, de notre salaire aujourd'hui, et en plus, qui repose principalement sur les bas salaires, donc c'est aussi des trappes à bas salaire. L'employeur qui veut dépasser 1,6 fois le SMIC, il aura des cotisations sociales, donc si on peut éviter de le dépasser, donc on est vraiment sur... voilà. On a énormément d'ingrédients pour mener cette bataille de salaire, cette bataille des idées, et pourtant c'est difficile. On s'est mobilisé le 13 octobre. Alors, je ne reviens pas sur la difficulté quand même qu'on a à remobiliser suite à cette belle mobilisation, et d'ailleurs j'aurais pu la citer en premier, parce que se battre contre le PLFSS, c'était aussi ce qu'on a fait tout le premier semestre, puisque la bataille des retraites s'inscrit évidemment dans le PLFSS, puisque le gouvernement est passé par une loi rectificative du financement de la sécurité sociale pour imposer cette réforme des retraites à visée soi-disant économique, mais à visée surtout de nous faire travailler plus longtemps et au profit du patronat, bien évidemment. Donc voilà, la mobilisation du 13, elle a été... on ne peut pas dire qu'elle a été un échec, on a eu quand même une belle mobilisation, mais avec, y compris, parfois, des salariés nous disant « mais on est dans des journées de mobilisation, on revient sur une mobilisation qui est fourre-tout ». Et c'est bien la démonstration qu'on a besoin d'avoir à cette bataille des idées, pour montrer que lorsqu'on se mobilise sur le salaire, puisque le 13, c'était la question des salaires, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'était contre l'austérité, projet de loi de finances, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Tout le lien est là, tous les ingrédients sont là, mais la difficulté, c'est justement d'arriver à cette prise de conscience que c'est une bataille globale, c'est une bataille, voilà. Et la bataille autour des salaires, eh bien, c'est aussi la bataille sur la défense de la sécurité sociale, mais comme celle de l'emploi également. Donc voilà, on a besoin vraiment de mener cette bataille des idées si on veut être en capacité de poursuivre et d'amplifier la bataille autour de la Sécu. Alors il y a des initiatives. Il y a des initiatives comme, mais je pense que vous allez peut-être en parler, le Tour de France des hôpitaux qui se fait aujourd'hui, mais qui ressemble un peu à cette initiative-là qui est faite aujourd'hui, qui est portée dans certains départements, parce qu'on a besoin, je pense aujourd'hui, à la fois d'associer des organisations syndicales, des associations et tous ceux qui le veulent, pour faire entendre d'une seule voix que, eh bien, notre sécurité sociale, c'est notre bien commun, et notre sécurité sociale, on doit la défendre ensemble, défendre les hôpitaux, mais défendre nos systèmes de retraite, défendre le fait que chacun puisse vivre à la fois, on le disait, la question du salaire, le net, c'est vivre tous les jours pour remplir son frigo, mais la sécurité sociale à travers le salaire socialisé, c'est vivre jusqu'à la fin de ses jours à travers ce salaire socialisé, et qui doit permettre à faire face à tous les aléas de la vie. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense qu'on a besoin, ça me paraît essentiel justement qu'on puisse avoir, puisqu'on va avoir les débats après, de retour, parce qu'on se sent parfois bien seul, où chacun lutte
sur son hôpital, sur son EHPAD, sur son secteur, alors qu'on aurait besoin d'avoir des luttes massives, globales, pour la reconquête de la sécurité sociale, en intégrant justement tous ces droits nouveaux qui peuvent nous le permettre aujourd'hui. La Sécu, quand elle a été créée, le pays était ruiné, on l'a dit, redit, on l'a redit ce matin, bien sûr, encore. Aujourd'hui, les richesses, oui, c'est 200 milliards d'aides publiques qui sont distribuées sans aucune contrepartie, sans aucun contrôle, qui ne servent simplement qu'à enrichir les poches de quelques-uns. Et bien, on le dans le commun et on va pouvoir financer une Sécu, un système de santé, une retraite à 60 ans pour tous, un revenu de remplacement pour tous les privés d'emploi, et puis avoir une perte d'autonomie qui soit prise en charge, qui soit compensée donc par la sécurité sociale, dans la branche maladie de la sécurité sociale, et on serait aujourd'hui pas avec des établissements qui sont malheureusement dans des situations plus que difficiles. Je leur dis, c'est 20 emplois sur un établissement, mais si on faisait le calcul de l'ensemble des déficits aujourd'hui des EHPAD, c'est des milliers d'emplois qui risquent de disparaître, alors que c'est un secteur qui aurait besoin de 200 000 emplois pour pouvoir fonctionner correctement. Et la grosse difficulté, parce que c'est aussi lié à la mobilisation et à la difficulté qu'on a à nous mobiliser, c'est que souvent on nous renvoie au fait que le financement, comme vous le savez, il y a une partie sécu, une partie impôt via les conseils départementaux et une partie prix de journée, et on renvoie au fait que mais on ne va pas augmenter les prix de journée. Il y a non. Donc c'est pour ça qu'on souhaite que la perte d'autonomie soit intégrée dans la branche maladie de la sécurité sociale, parce que c'est pas aux impôts, c'est pas à l'impôt local, c'est encore moins aux familles de financer le fait de pouvoir vivre dignement jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà. Merci Mireille, tu as souligné la difficulté à mobiliser pour ce PLFSF qui est effectivement aujourd'hui une espèce de catalogue bureaucratique qui pourtant contient énormément de dispositions qui ont des conséquences concrètes sur les gens. La remise en cause de l'AME, alors qu'on sait qu'aujourd'hui 8 étrangers sur 10 n'ont pas accès aux soins parce qu'ils n'arrivent pas à faire des démarches. Quand on sait que la question de la dépendance et du financement des postes dans les établissements, c'est royalement 6 000 postes, alors qu'il en faut 100 000, 200 000. Voilà, et tout ça c'est écrit, noir sur blanc. Mais est noyé dans une espèce de fatras. Nos députés se débattent, je pense, en commission, mais on sait que ça finit par un 49.3. Donc on essaye de nous mettre vraiment le couvercle dessus. Par contre, moi je trouve qu'il y a aujourd'hui autour de la table une catégorie de professionnels qu'on n'entend pas souvent sur le PLFSF, sauf pour déplorer les conséquences sur leur retraite ou quoi que ce soit. Là, on a les représentants du syndicat de la médecine générale, et je vais leur passer la parole pour qu'ils parlent à la fois de leur projet et de leur position. Donc la parole est, je ne sais pas dans quel ordre, à Marion et Ariane. On a prévu d'arrêter le débat à 16h pour... Ça va pas être lent, hein. De toute façon, on débordera un petit peu pour qu'il y ait un débat. Bonsoir à toutes et tous. Merci tout d'abord pour l'invitation. Venir parler de la Sécu, ça me rend super heureuse. C'est un sujet qui me porte. Le syndicat de la médecine générale, c'est un syndicat qui est non corporatiste, qui défend la santé comme un bien commun et qui pense que soigner est politique. En pratique, il y a beaucoup de médecins généralistes dans ce syndicat, qui sont soit libéraux, soit salariés. Mais pas seulement, c'est un syndicat qui est ouvert aux usagères et usagers et à toutes et tous. Nos axes de réflexion, c'est l'accès aux soins, la lutte contre les inégalités sociales de santé, le travail collectif en réfléchissant aux alternatives aux schémas libéraux,
Et on s'oppose aussi au paiement à l'acte et à la performance. On travaille sur le numérique en santé et historiquement, et c'est encore le cas aujourd'hui, on œuvre pour la dissolution de l'ordre des médecins. Donc la question de la grande sécu a été remise un petit peu sur le plateau par le gouvernement en 2021 dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Donc le SMG a entamé un travail collectif en 2022 qui a abouti à un texte d'analyse qui rassemble les arguments pour une assurance maladie obligatoire universelle remboursant à 100%, donc qui forme l'agréable acronyme Amour 100%. En décembre 2022, on a fait nos rencontres annuelles à Paris dont le sujet était comment passer à l'action pour que ce projet advienne. Donc on a eu envie d'essayer de former un groupe de plaidoyer national et on a essayé d'écrire un manifeste qui se voulait synthétique, simple, qui essaie de rassembler largement, qui soit contagieux et irrésistible pour que le projet donc ait lieu. Et il se trouve que ce manifeste rejoint de nombreuses propositions du CNNR. Alors, dans une consultation médicale, comme ça, ouais, j'y suis. Dans une consultation médicale, il se passe plein de choses politiques qui appartiennent à la vie de la cité. Et donc tout ça, c'est un intime politique. Et notamment, il y a tous les rapports de pouvoir qui peuvent exister entre le corps d'une personne, le corps d'un individu, et la société. Donc le corps d'un individu, c'est-à-dire sa vie intime, sa vie, ses vulnérabilités, sa vie familiale, les violences éventuelles, la vie relationnelle, la vie sociale, son statut administratif, sa vie professionnelle, et la société qui est traversée par les inégalités et la violence sociale, que ce soit les inégalités territoriales, mais aussi la violence de classe, la violence coloniale ou la violence patriarcale. Du coup, entre ce corps et cette société, il y a aussi la question de comment cette société intègre cet individu avec sa situation particulière. Est-ce qu'il y a une valorisation, une prise en compte de cet individu, ou au contraire une discrimination, un rejet? Donc ces intimes et ces vulnérabilités politiques sont tabous, vous l'avez peut-être remarqué. On n'en parle pas au parti de Belote, on n'en parle pas facilement entre nous, on ne fait pas de tribune là-dessus. Parlons-en pour mobiliser. En fait, ça nous appartient, nos vulnérabilités nous appartiennent, ces intimes sont politiques, et c'est important de mobiliser à partir de là. Alors, quelle est la place pour les médecins pour la reprise en main de la Sécu ? On vous laisse aborder directement cette idée. Historiquement, les médecins ont toujours défendu leurs privilèges et n'ont jamais défendu le bien commun. Ils sont là, ils existent, on va faire avec eux, nous en sommes, il y a un bon médecin dans chaque médecin. Et donc c'est important, bien évidemment, que les professionnels de premier recours, donc c'est-à-dire les gens à qui on a affaire en premier, sages-femmes, médecins, infirmiers, pharmacie, tous ceux qui font les cartes territoriales du premier recours, puissent être incorporés dans la reprise en main de la Sécu et puissent être force de proposition, à condition qu'ils aient une réflexion collective et un recul sur leurs pratiques, sur les besoins, sur le système de santé, et qu'ils soient prêts à lâcher le pouvoir et à ne pas séquestrer ce qu'ils perçoivent dans leur espace professionnel. On perçoit ces intimes politiques, qui sont des vraies informations très intéressantes politiquement. La consultation avec le colloque singulier, ça n'est pas un espace politique, ça n'est pas un espace d'éducation populaire, c'est un espace de rapport de pouvoir. Donc du coup, pour intégrer ces professionnels, il va falloir rejoindre et faire avec des syndicalistes, des gens tirés au sort, dans une dialectique avec des contre-pouvoirs pour que tout le monde puisse être autour de la table.
Donc au SMG, on constate l'importance du renoncement aux soins et l'efficacité d'un remboursement des soins à 100% pour y remédier lorsqu'il existe. C'est par exemple le cas avec les affections longue durée, ALD, même si ce n'est pas un système parfait puisqu'il reste les franchises qui sont à la charge des patientes et des patients. Il y a un exemple qui se rapproche actuellement du modèle que l'on défend. C'est le régime local obligatoire d'assurance maladie complémentaire d'Alsace-Moselle. Il étend la prise en charge par la sécurité sociale pour le remboursement des frais de santé à grande échelle, puisqu'il concerne 2 millions de bénéficiaires. En contrepartie, la cotisation salariale est majorée. La gouvernance n'est pas paritaire. En fait, là-bas, en Alsace-Moselle, ce sont des élus syndicaux qui décident des orientations et les employeurs et les employeuses n'ont qu'un rôle consultatif. Donc c'est pas paritaire, il n'y a pas autant de représentants des employeurs que des salariés. Là-bas, donc, le régime local est à l'équilibre financier. Ceci s'explique par le fait qu'il puisse adapter le taux de cotisation sociale à ses dépenses et ses coûts de gestion sont très faibles, comme on en a déjà parlé. Et ce régime démontre que la gestion de l'assurance maladie est meilleure lorsqu'elle est réalisée par les principaux et principales intéressés. Donc il nous paraît nécessaire déjà d'étendre le remboursement à 100% par l'assurance maladie obligatoire et de la rendre réellement universelle, c'est-à-dire incluant toutes les personnes qui vivent sur le territoire sans aucune condition. Donc c'est ce dont parlait Monsieur le maire. Donc on propose de fusionner tous les régimes en un seul, en y incluant bien sûr les bénéficiaires de l'aide médicale d'État, de l'AME. Et donc ce régime prendrait en charge totalement les frais de santé dans un périmètre de prise en charge qui serait étendu et défini selon les besoins de la population, sans condition de résidence et de ressources. Donc nous on parle de périmètre de prise en charge plutôt que de panier de soins qui fait un peu penser à un système capitaliste. Ensuite, on insiste aussi sur la nécessaire indépendance du coup des personnes qui prendraient les décisions au sein de la sécurité sociale, une indépendance notamment vis-à-vis du lobby industriel, mais aussi de l'État. Et on proposait aussi de mettre les principes de la sécurité sociale dans la Constitution. Et le mode de financement principal, ce serait la cotisation sociale obligatoire. Le dernier point, c'est sur la question de la gouvernance. Donc, il y a une reprise en main culturelle à faire pour des choses qui ont déjà été abordées, qui sont finalement assez consensuelles. Donc, une réappropriation de la gestion par les habitants et les habitantes du territoire, quelle que soit leur nationalité et le temps passé sur le territoire, et de sortir d'une gestion par l'État qui fait du contrôle social des classes populaire et qui est aussi un écran superbe pour privatiser et enrichir les classes dominantes. Donc ça passerait par mettre en place une démocratie directe et participative, par du tirage au sort, et on a imaginé, au lieu des assurés sociaux et des employeurs, on a imaginé 3 collèges avec un pour les salariés, 60%, 20% pour des usagers hors emploi. Et donc ces idées, c'est à affiner, on les amène au débat, pas la science infuse, on est là pour apprendre et faire du débat et avancer sur la bataille des idées. Et 20% pour les employeurs et employeuses. Du coup, je vais revenir sur ce collège hors emploi. Enfin, voilà, on va affiner parce que donc, les personnes concernées par la vulnérabilité sociale ont une conscience politique des rapports de force et de leur vulnérabilité à partir du moment où elles parlent entre elles. J'ai des retours partout. Donc, toutes ces personnes existent. Il y a déjà plein de gens qui sont bénéficiaires de la Sécu à 100%. Il y a déjà les gens en affection longue durée, en ALD, 12 millions de personnes. Il y a, alors ces gens ne sont pas forcément l'un ou l'autre, il y a des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire sans participation, mais aussi avec participation financière, et il y a les bénéficiaires de l'aide médicale d'État.
On pourrait aussi mettre dans des personnes qui pourraient en bénéficier, les gens au RSA, des saisonniers, les chômages longue durée. Donc ça, c'est 5,3 millions qui ont recours à la complémentaire santé solidaire et 4 millions qui y auraient droit mais qui n'y ont pas recours à cause du renoncement aux droits. Donc tous ces gens existent. Il faut qu'on arrive à faire une place politique à ces personnes dans la gouvernance et que ces personnes puissent parler entre elles en groupe non mixte, c'est-à-dire faire émerger leurs paroles politiques, leur science politique de leur situation. Et pas qu'elles se retrouvent comme d'habitude écrasées dans des échelles sociales où finalement elles vont taire. Il va y avoir la honte, il va y avoir plein de choses qui vont faire que les sujets ne vont pas émerger et que d'autres vont prendre le dessus, comme le rapport au travail, le rapport aux revenus. Voilà, il y a des sujets qui sont plus politiquement usuels. Voilà, alors comment s'y prendre pour se réapproprier la Sécu? Donc commencer, nous on s'est dit que voilà, commencer comme là, comme on fait là. Donc il y a le Tour du France de la santé, donc je vais rajouter 2 mots. Donc ça a émergé d'un collectif qui s'appelle Notre Santé en Danger, qui existe depuis 2010 ou 2012. Je suis pas calée, hein, parce que je suis pas... J'essaie de suivre, mais c'est des syndicalistes, des gens très militants et dynamiques qui sont... Ça moline pas mal. Et donc ça se mobilise là, depuis septembre, ça a été lancé le 11 septembre à la Bourse du Travail à Paris. Et il y a une carte participative avec tout un tas d'alternatives, enfin tout un tas de mobilisations autour du PLFSS. Et donc il y a plein de gens, il y a même des gens qui se sont proclamés du Tour de France de la santé alors que ça n'avait pas été coordonné. C'est assez beau à voir et ça donne envie de le refaire l'année prochaine et l'année d'après et encore après. Donc ensuite, faire groupe, on s'est dit nous d'abord il faut qu'on fasse groupe entre personnes motivées, qu'on se mette à bonne ambiance, qu'on fasse des fêtes de la Sécu, qu'on milite et qu'on vive, puisque en fait c'est ça qu'on fait, hein. Et pour faire boule de neige, pour contaminer en fait, et ensuite faire des lieux d'accueil de convivialité, donc des lieux d'accueil avec des permanences régulières, pourquoi pas des groupes de parole de personnes entre elles, faire de la formation pour de l'autodéfense, autodéfense administrative, autodéfense pour les droits, autodéfense dans les soins. Parce que tout ça, c'est des savoirs, en fait. On ne n'est pas avec la science infuse de comment ça va se passer, la consultation avec le cardiologue. En fait, ça s'apprend, et quand on a une maladie cardiaque, des fois, il n'y a qu'au bout de 5 ans qu'on va comprendre qu'il va nous dire ça, et que nous, on va dire ça, et qu'on va négocier ça, et qu'à la fin, on va quand même avoir l'ordonnance, même s'il n'était pas d'accord au début. Il faut aussi ouvrir des espaces au sein des espaces de soins existants, centres de santé, maisons de santé. Se former en collectif d'usagers et aller dire nous on veut un bureau une fois par semaine pour faire une permanence, pour savoir qui n'a pas recours à ses droits, on veut informer sur un tas de data. Et ensuite il faut occuper les bureaux de la Sécu, la rue, etc. Bon, à suivre, hein. Ce débat ne appartient pas qu'à moi, enfin, cette parole n'appartient pas à moi. Je signale que la fête d'aujourd'hui est bien inscrite comme une étape du Tour de France de la santé. Voilà, donc on s'est inscrit pleinement, on a soutenu cette mobilisation depuis les rencontres de Lure au mois de mai cette année et nous avons soutenu, nous sommes partie prenante de ce Tour de France. Vous l'avez dit, soigner est un acte politique. Je voudrais vous signaler un livre qui est, je ne fais pas de pub, hein, mais qui est sur le stand du CNNR, qui est le recueil de tout un collectif d'ateliers de défense de l'hôpital public. Et il s'appelle Soigner, ce livre, et il témoigne effectivement du fait que soigner est un acte politique, et il va se prolonger par une grande enquête sur justement qu'est-ce que soigner, qu'est-ce que bien soigner. C'est juste un petit aparté. Je voulais aussi vous signaler, à la suite de ce qu'a dit Bernard Tepper, que dans la mobilisation lancée par la Convergence et se traduit par une pétition qui doit être normalement portée à l'Assemblée avec l'ouverture du débat sur le PLFSS le 24 octobre. Nous visons au moins les 10 000 signatures. Alors il nous en manque encore quelques-unes. Si vous ne l'avez pas signée, c'est sur la 5e table là-bas. Vous ne quittez pas la salle sans signer cette pétition. Merci.